Bonjour à vous, bienvenue au cours de microbiologie. Prenez de quoi noter et nous allons commencer. Voici le cours sur le module 7 qui portera sur la prévention des biocontaminations et le contrôle des bioproduits. La prévention des biocontaminations concerne essentiellement les contextes de fabrication des bioproduits. Je vous rappelle que les bioproduits sont les aliments, les produits cosmétiques ainsi que les produits pharmaceutiques. Nous allons ici traiter des contaminations microbiologiques, l'objectif étant pour les professionnels d'organiser le travail dans des conditions d'hygiène respectant les normes HACCP, donc HACCP pour Hazard Analysis Critical Control Point, qui va permettre de mettre en évidence les différents niveaux d'intervention possibles afin de maîtriser les contaminations. Je vous rappelle qu'il y a deux sources de contamination possibles pour les bioproduits. Les contaminations endogènes qui viennent de la matière première elle-même et les contaminations exogènes qui viennent des locaux, du matériel, de l'eau, du manipulateur. Voilà, vous avez plusieurs sources possibles. Dans ce contexte, vous avez la règle des 5 M qui doit être absolument respectée. Donc les 5 M pour matériel, matière, milieu, main-d'œuvre, méthode de travail. Donc dans cette partie sur la prévention des biocontaminations, nous allons commencer par parler de la conception des locaux. Les règles générales à respecter lors de la conception des locaux sont, dans un premier temps, éviter la pénétration ou la prolifération de contaminants extérieurs, donc en choisissant des locaux dans un environnement sans poussière, en mettant en place des structures suspendues, des systèmes de renouvellement d'air ou des ateliers en surpression, des systèmes d'évacuation d'égouts et de déchets qui soient séparés ou éloignés des locaux de préparation des bioproduits, et évidemment éliminer tout ce qui est animaux, plantes vertes, et si possible réaliser des opérations de dératisation et de désinsectisation régulièrement. Ça, c'était la première chose à prendre en compte. La deuxième chose, c'est évidemment faciliter le nettoyage et la désinfection. Donc pour cela, utiliser des matériaux pour le plancher, les murs, le plan de travail, le plafond, les luminaires qui soient faciles à nettoyer. Donc des surfaces non absorbantes, sans infractuosité, limitées au niveau des joints et voilà, avoir des surfaces le plus lisses possible. Pour le plancher, l'idéal étant qu'il soit antidérapant, lisse, mais surtout en pente pour prévoir l'évacuation des liquides et faciliter le raclage. Et au niveau du mobilier, préférer des équipements suspendus, surélevés ou démontables. Dans tous les cas, le concept de la marche en avant doit être respecté. Je vous rappelle que la marche en avant, c'est dès la réception des matières premières et jusqu'à la distribution des produits finis. Les denrées doivent être élaborées suivant un cheminement qui leur interdit tout croisement avec les produits souillés. Donc il n'y a aucun retour en arrière. Le produit fini ne doit jamais croiser ni les matières premières ni les poubelles. Nous allons parler donc dans un second temps du nettoyage et de la désinfection. Et pour commencer, nous allons faire un petit rappel sur les biofilms. Donc qu'est-ce qu'un biofilm? C'est une communauté microbienne de plusieurs espèces qui adhèrent à un support et qui sont emprisonnés dans une matrice organique exocellulaire. Les conséquences de ces biofilms en industrie alimentaire sont une difficulté de désinfection et donc une potentielle source de contamination exogène des bioproduits par le matériel ou les surfaces. Pour former les biofilms, les micro-organismes se développent sur des surfaces et la fabrication du biofilm se passe en 4 étapes. Vous avez dans un premier temps l'adhérence, l'adhésion au niveau des surfaces qui va se faire dans un premier temps via des mécanismes physico-chimiques tels que les liaisons de Van der Waals, liaisons hydrogène ou ioniques. Et dans un second temps, des adhésions biologiques grâce à des piliers, des capsules, des acides théoïques. Dans un second temps, vous allez avoir
la croissance puis la maturation, où vous allez avoir donc sécrétion de ce fameux polymère exocellulaire qui forme une matrice exopolysaccharidique qui va permettre la protection du biofilm contre les détergents et les désinfectants. Ce biofilm, il est observable à l'œil nu, hein, et vous avez donc une communauté microbienne qui est protégée. La dernière étape, c'est la dissémination du biofilm, hein, c'est la dispersion des micro-organismes. Cette dissémination est programmée. Voici un rappel des structures bactériennes facilitant l'adhésion. Donc vous voyez les Fimbriae, les pili, les acides thécoïques qui sont présents dans les membranes bactériennes. Nous allons maintenant parler du nettoyage, en commençant par quelques définitions sur donc ce qu'est le nettoyage, la désinfection et le rinçage en microbiologie. Donc le nettoyage, c'est un procédé qui permet d'éliminer les salissures telles que les substrats organiques et minéraux qui vont favoriser le développement des micro-organismes. C'est ce qu'on appelle la propreté physique, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Elle peut être réalisée par un prélavage, une aspiration, plus utilisation de détergents et plus ou moins le raclage en fonction du laboratoire ou des ateliers où vous êtes. Le nettoyage est nécessaire avant la désinfection car beaucoup de désinfectants sont inactivés par les matières organiques. Donc voilà, il faut absolument réaliser le nettoyage avant de désinfecter vos surfaces. Ensuite, la désinfection. Donc c'est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et d'inactiver les virus sur les milieux, sur les surfaces inertes. C'est ce qu'on appelle la propreté microbiologique. Cette désinfection est suivie d'un rinçage qui va permettre, à l'aide du séchage, d'obtenir ce qu'on appelle la propreté chimique. Plusieurs produits peuvent être utilisés pour réaliser l'opération de nettoyage. Nous allons commencer par parler des détergents. Donc les détergents sont des tensioactifs qui se disposent à l'interface eau-air ou eau-huile et qui vont diminuer la tension superficielle de l'eau. Donc la tension superficielle de l'eau est abaissée par les détergents, ce qui permet d'avoir trois propriétés intéressantes pour l'opération de nettoyage. Une propriété moussante, ce qui va permettre de disperser un volume important de gaz dans un faible volume de liquide. Des propriétés mouillantes, puisque ça va permettre l'étalement d'un liquide à la surface d'un solide, c'est ce que vous voyez sur la diapo ici, et également des propriétés dispersantes ou émulsionnantes, puisque les détergents vont contribuer à la formation de micelles que vous voyez en bas à droite, et qui vont permettre d'enrober potentiellement les impuretés, et notamment les graisses, et permettre leur dispersion voilà, et leur évacuation. D'autres produits de nettoyage peuvent aussi être utilisés, tels que la soude ou l'acide, qui sont principalement utilisés dans les pilotes ou les appareils qui possèdent des systèmes de nettoyage en place, tels que les pasteurisateurs ou les fermenteurs par exemple. La soude va solubiliser les protéines, l'acide va solubiliser les minéraux. Les principaux quand même produits de nettoyage utilisés restent les détergents. Alors, les détergents que vous connaissez théoriquement sont les détergents anioniques et les détergents cationiques. Vous avez donc des exemples de détergents anioniques comme le sodium lauryl sulfate. Vous voyez ici sa charge négative. Et vous avez comme exemple de détergent cationique, ici un ammonium quaternaire. Et vous voyez ici sa charge positive. Je vous rappelle que les détergents possèdent une tête polaire et une queue apolaire qui vont leur permettre d'agir comme des tensioactifs. Nous allons maintenant passer à la désinfection. La désinfection, c'est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés. Donc ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Cette désinfection fait suite au nettoyage. Vous avez sur cette diapo présenté 6 catégories de désinfectants où vous êtes théoriquement capable de reconnaître les composés halogénés, chlorés, représentés ici, ou iodés,
Vous avez également les aldéhydes, vous avez des oxydants comme par exemple l'eau oxygénée, vous avez des ammoniums quaternaires, des alcools, des phénols et de l'eau très chaude. On considère que l'eau est très chaude à partir de 80 degrés en désinfection. Ici sont présentées les qualités d'un désinfectant idéal, puisque parmi donc, le choix de désinfectant que vous avez, il va falloir choisir le bon. En fonction de vos supports et de vos bioproduits, vous allez pouvoir choisir des désinfectants en prenant en compte ces différents critères. Donc il faut qu'un désinfectant ait une action persistante, mais rapide, qu'elle possède le spectre le plus large possible, qu'elle soit utilisée à faible dose, qu'elle n'ait pas d'action corrosive, pas de résidus après rinçage, qu'elle soit stable dans le temps et limiter les résistances bactériennes. Vous avez ici présenté des exemples de modes d'action de désinfectants. Ils peuvent désorganiser les membranes plasmiques et donc du coup éliminer la structure des micro-organismes, hein, ou avoir un effet plutôt sur les protéines en réalisant des oxydations par exemple sur les groupes SH libres des protéines. Dans les industries agroalimentaires, les désinfectants utilisables doivent être homologués par le ministère de l'Agriculture ou la Société française d'hygiène hospitalière. Ces deux instances vous fournissent ce qu'on appelle des listes positives de désinfectants utilisables. Pour réaliser les études de l'activité de ces désinfectants, vous avez des normes qui sont utilisables. Donc la première, c'est la norme NFT 72150, qui est la méthode de qualification par dilution-neutralisation. Donc en fait, c'est un TP que vous avez réalisé en classe, hein. La suspension bactérienne est diluée si besoin, puis elle est mise en présence du désinfectant. Et ensuite, vous allez laisser le temps de contact nécessaire, ici 5 minutes à 21 degrés par exemple. Puis elle est mise en contact avec un neutralisant. Hein. Le neutralisant est un produit, hein, est une molécule qui va vous permettre de bloquer l'action du désinfectant, hein, pour éviter qu'il continue d'agir pendant l'incubation. Et ensuite, vous ensemencez sur vos boîtes de pétri. Évidemment, il faut, c'est ce que vous avez noté en haut, un témoin sans désinfectant, ce qui va vous permettre de vérifier que le désinfectant a bien diminué la charge microbienne. En général, on considère qu'il faut une diminution de 5 log en 5 minutes pour que le désinfectant soit validé. Vous avez également un test de simulation de décontamination des surfaces qui peut être réalisé. C'est ce qu'on appelle la méthode des porte-germes, selon la norme NFT 72190. Donc celle-ci, vous l'avez également réalisée en TP. L'objectif étant de contaminer une lame de verre et de faire agir le désinfectant sur cette lame de fer et de dénombrer derrière pour voir si l'action du désinfectant a bien permis une diminution de 5 log de la charge microbienne. Évidemment, il va falloir faire des témoins sans le désinfectant et afin de mimer la salissure, hein, on ajoute du lait écrémé, hein, qui va servir de matière organique pour mimer la salissure sur les surfaces. Nous allons passer à la troisième partie de ce grand 1 petit 2 sur le nettoyage et la désinfection. Donc cette partie traite des contrôles de la propreté microbiologique, qu'on appelle également contrôle des surfaces. Ces contrôles valident la procédure de désinfection, hein. Il faut judicieusement choisir les points à contrôler, ce sont les points critiques, car on ne peut pas contrôler tout un local. Plusieurs techniques peuvent être utilisées. Vous pouvez utiliser l'écouvillonnage, principalement sur les zones peu accessibles, le chiffonnage sur les grandes surfaces, et cela va vous permettre de mettre en évidence des micro-organismes présents en faible quantité, mais également l'impression sur gélose, en prenant garde d'utiliser un temps de contact et une pression constante entre tous les prélèvements. Attention, si ce contrôle a lieu après un désinfectant, il est recommandé d'utiliser un neutralisant, hein,
qui va neutraliser l'action du désinfectant afin d'éviter qu'il continue d'agir pendant la phase d'incubation. Toutes ces mesures sont intéressantes d'un point de vue comparatif, à condition de conserver le même plan de contrôle, tester les mêmes zones et utiliser la même méthode. C'est terminé pour cette partie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.